Bonjour, je suis Jean Valade, je suis directeur commercial de la société Imocef. C'est une entreprise qui a été créée en 2012 par mon père, Jean Bernard, avec qui justement je suis associé sur la société, et le but étant de trouver depuis 2012 des solutions qui permettent à des particuliers ou des professionnels propriétaires de biens ou propriétaires de leur habitation, de leur logement, de résidences secondaires, résidences bâtiments industriels, de pouvoir trouver des solutions de déblocage de liquidité rapide qui répondraient effectivement à un besoin urgent ou moins urgent. Mais voilà, le but étant vraiment de trouver des solutions pour tout type de propriétaire. Donc sur ce podcast, on est en présence effectivement de trois acteurs. L'agence de Paris avec Alex et Théo, et donc Odélia qui s'occupe de toute la partie communication et marketing, et qui effectivement s'occupera de mettre en place ce podcast et les futurs podcasts sur la chaîne. Donc bonjour, déjà merci pour cette invitation. Moi du coup je suis donc Alex Trévisan, responsable de l'agence d'Île-de-France depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Voilà, et l'idée c'est de pouvoir trouver, donc comme disaient les gens, des solutions pour ce secteur-là, tout simplement. Alors bonjour, merci de cette invitation du coup. Je suis Théo Garcia, je suis commercial à l'agence de Paris de maintenant presque 1 an. En tant qu'expert dans le secteur, quelles sont les principales erreurs que vous avez pu observer chez les clients? Alors les erreurs à proprement dit en soi, il n'y en a pas vraiment, hein. On va dire que certains clients, on peut de temps en temps leur reprocher de pas suffisamment faire de recherche sur Internet, de pas suffisamment se renseigner sur le produit, parce qu'évidemment aujourd'hui le marché fait qu'il y a de plus en plus d'acteurs, et effectivement c'est peut-être là le petit bémol de certains clients. On parle pas d'erreur évidemment, puisque par définition l'erreur est humaine, mais effectivement on a malheureusement des clients qui font pas trop attention à ce qui se passe sur le marché, aux différents avis que peuvent avoir certaines sociétés, ou même pas du tout d'avis, hein, pour le coup, et c'est peut-être là effectivement que pêchent certains clients. Du coup, si je peux rajouter quelque chose, moi une erreur que je vois de plus en plus et très régulièrement depuis que je suis arrivé dans la société, c'est l'erreur fondamentale à mon avis des clients, qui fait que en fait ils se rendent pas compte du point dans lequel ils sont pour la majorité de nos clients sur des clients en difficulté, où en fait ils croient qu'ils ont un temps quasi illimité pour trouver des solutions, là où des fois ils ont même pas 2 mois. Et déjà en 2 mois sortir des liquidités pour rembourser et arrêter une procédure de vente aux enchères, ça peut être délicat. C'est vrai, on le voit nous avec le référencement sur Internet, sur les AdWords, puisqu'effectivement on est très bien référencé, on a de multiples demandes, et au moins une fois par semaine, on a des clients qui nous disent « Ah, si je vous avais connu plus tôt ». Donc ça fait partie de la démarche justement de dire, pour moi c'est pas l'erreur, mais c'est le renseignement. Effectivement, s'ils se renseignaient sur comment éviter, pourquoi pas, la vente aux enchères, ou des procédures entamées, hein, des procédures juridiques type redressement judiciaire ou autre. Et évidemment, c'est là que je te rejoins, c'est que certains clients effectivement se rendent pas compte de la situation. Ouais. Et toi Théo, tu as été confronté aussi à des problématiques avec certains clients? Alors oui, il y a eu une problématique qui revient assez souvent. Pour la plupart des clients, c'est au moment où ils viennent vers nous justement pour trouver une solution à leurs problèmes. Justement, la problématique qui revient le plus souvent, c'est que les clients veulent aller vite pour rentrer dans l'opération, pour débloquer des liquidités et trouver une solution du coup à leurs problèmes. Sauf que la plupart du temps, les clients sont entraînés dès le début de l'opération avec un maximum d'énergie, mais jusqu'au bout, dans la moyenne, en fait, ils ne nous envoient pas, imaginons, tous les documents d'un coup. Et on est obligé de les relancer, ce qui fait traîner. Et du coup, pour leur problématique, ça a beaucoup de retard pour trouver une solution. Ouais, après en fonction effectivement de l'urgence sur le dossier, ça peut poser problème. Il faudrait que ça soit, quand il y a vraiment une urgence, on voit certains clients, ils envoient directement tous les papiers d'un seul coup. Dans la journée, on a toutes les informations, ce qui fait que le lendemain, on peut leur donner validation du dossier. Et en un mois, tout est réalisé. C'est ce qu'on fait, c'est ce que tu fais sur certains clients, hein. Là, on a un client en cours. Ça fait 2 semaines qu'il est chez notaire. Tu lui as demandé les éléments directs, hein. Ah mais de toute façon, tous les dossiers en urgence, aujourd'hui, malheureusement, s'il n'y a pas une implication totale du client,
on n'a pas de formule magique pour répondre à tous les besoins. Dire si un client n'est pas réactif, qu'il y a une vente aux enchères, malheureusement dans 2 mois, il met 1 mois et demi à nous envoyer les documents, ça devient très délicat pour nous de pouvoir réagir. Et c'est pour ça que ça revient encore une fois dans cet esprit de réactivité. Et c'est pour moi, encore une fois, la plus grosse erreur des clients avec lesquels on travaille. Je pense que pour faire un petit récap pour ceux qui effectivement écoutent là l'émission, je pense que je vais revenir un petit peu sur le point précis de ce que c'est la vente avec faculté de rachat, parce que on en parle là, mais c'est vrai qu'on l'a pas développé encore, et je pense que c'est important pour le client de pouvoir se projeter, et de pouvoir surtout à nos auditeurs pour se projeter sur la solution. La vente avec faculté de rachat, c'est un principe qui existe depuis l'époque du Moyen Âge et qui a été inscrit par Napoléon en 1804 dans le Code civil. Il faut savoir que le texte de loi n'a pas changé depuis. Aucun texte finalement n'a évolué. Simplement, la seule chose qui a changé, c'est le terme réméré, puisque dans la langue française avant, en 1800, tout le monde parlait le latin, et effectivement réméré, c'était redéméré, retour à la situation initiale, qui, si je dois imaginer la chose, le retour à la situation initiale avec la plus-value par exemple. Si le client fait une opération avec nous, il paiera, et s'il y a plus-value, paiera la plus-value en entrée de l'opération, et elle sera remboursée par le système fiscal à la sortie avec effectivement le retour à la situation initiale. Donc effectivement, la solution permet à un propriétaire de pouvoir dégager des liquidités temporairement sur une vente immobilière de son bien, et pouvoir effectivement exercer sa faculté de rachat, soit par la vente, soit par le rachat. Donc en plus de ça, tu nous confirmes que donc, le réméré, c'est une matière qui est totalement légale en fait. Il y a rien d'illégal dans cette méthode-là. Ah non, c'est inscrit dans le Code civil. Le Code civil étant effectivement un outil, je pense que plus juridique, personne ne peut nier dessus. Pas beaucoup mieux, voilà. C'est l'article 1659 et suivant. Donc ça, c'est le terme juridique pur. Ça s'arrête au 1673. D'accord. Ok, très bien. Et justement, par rapport au réméré, est-ce que, vous pouvez nous partager des études de cas, des exemples concrets de certains clients, sans forcément dévoiler les noms, évidemment, où l'expertise d'Imosafe, en fait, a eu un impact significatif sur ce client-là? Ouais, Alex, je te laisse la parole. Par chance, quelques-uns. Par chance, quelques-uns. Même beaucoup à l'échelle de la société, d'ailleurs. Si je dois en prendre un précis qu'on a réalisé il y a quelques temps, un dossier dans l'est de la France, très simple, client qui était en surendettement. Très compliqué d'en sortir parce que pas les revenus à ce moment-là, pas les revenus depuis assez longtemps, surtout à ce moment-là, parce qu'ils avaient les revenus au moment où on a réalisé l'opération, et ces clients-là n'avaient pas d'autre solution laissée par la Banque de France que de vendre le bien, et donc de vendre leur résidence principale. Aujourd'hui, nous, avec l'accompagnement qu'on a pu faire, les explications et donc le cadre que l'on apporte, aujourd'hui, ces clients-là sont sortis de leurs difficultés financières, ont une trésorerie suffisante et vont dans quelques jours, semaines, sortir par le rachat de leurs biens, récupérer la résidence principale et avoir une image totalement saine au niveau bancaire. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je pense que n'importe qui autour de la table en a quelques-uns. Je rebondis sur ce que tu dis, et je pense que c'est important aussi d'en parler. Il faut savoir qu'effectivement, chaque structure qui aujourd'hui propose la vente avec faculté de rachat, le réméré, le portage immobilier, le portage tout court, il faut savoir déjà en définitive que tous ces termes-là sont effectivement liés directement au Code civil, article 1659 et suivant, la vente avec faculté de rachat. Et effectivement, chaque agence va avoir sa façon différente de fonctionnement. Nous, on a fait le choix, très clairement, à la base, on a fait le choix de se réunir et de s'adapter au produit avec ce qu'il était en 2012, à l'époque. Ce qu'il était en 2012, c'était des marchands de biens crocodiles, c'était effectivement des investisseurs privés qui étaient là dans le seul but de récupérer le bien des clients. Donc effectivement, je rebondis sur la partie réglementation, où effectivement on adapte quand même un certain niveau juridique et au niveau réglementaire, on adapte quand même un certain niveau, puisque on veut avant tout la protection du consommateur. Et effectivement, on s'est entouré aujourd'hui de foncières d'investissement, qui sont des professionnels de l'immobilier, des notaires
sont qualifiés sur le produit. Ça j'ai l'histoire la semaine dernière. J'ai l'histoire d'un client qui m'appelle par le biais d'un indicateur et qui me dit voilà, il a voulu effectivement traiter sur un réméré avec une autre société en France et en fait cette société en question travaille avec un notaire depuis très peu. En fait, c'était le premier dossier du notaire. Et en fait, le client m'explique que voilà, le notaire était un peu fébrile, qu'il savait pas trop où aller, etc. Et dans la définitive, ils ont pas fait le dossier parce que le notaire, en fait, a demandé à des confrères, etc. Et n'étant pas au courant de la solution, ben, il a pris peur sur certains motifs de la mise en place de la solution. Et puis voilà. Mais effectivement, ça s'invente pas. Une solution comme ça, il faut l'encadrer, il faut la responsabiliser. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a acheté le mot-clé le réméré responsable. Ça nous paraît important effectivement aujourd'hui de clarifier la chose et de mettre en évidence qu'on a une certaine responsabilité vis-à-vis de nos clients. Puis en plus d'être important, ça nous définit plutôt bien, je trouve. Oui, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est quoi les valeurs d'ImoSafe pour vous? Les valeurs, clairement, c'est des valeurs classiques, respect, on travaille uniquement dans un intérêt client, ce qui fait partie de la protection du consommateur. On va pas aujourd'hui mettre en place des rémérés pour de la trésorerie, pour aller jouer à la FDJ parce que monsieur est sûr qu'il va gagner à l'euro million. Voilà, non, on a des clients comme ça qui nous appellent. L'exemple que je donne à chaque fois, c'est le client qui m'appelle pour placer en bourse parce que Amazon ça explose. Ça, c'était en 2020, quand 2019-2020, le client m'appelle, oui, Amazon, ça va exploser, etc. Oui, très bien, monsieur. Mais c'est pas un besoin vital de faire une opération de vente avec faculté de rachat dans ces conditions. Donc évidemment, on parle des valeurs. Les valeurs, c'est la mise en place, le respect, la rapidité. Après, on peut en rajouter des tonnes. Mais je pense que déjà, le point du respect est pour moi le respect le plus fondamental. La valeur plus fondamentale. Donc là, actuellement, le sujet, c'est le réméré, comment on peut aider justement les propriétaires en difficulté financière. Mais quels sont les critères nécessaires pour être éligible au réméré? Alors, les critères nécessaires pour que quelqu'un soit éligible au réméré, alors déjà, il faut que le client soit propriétaire dans un premier temps. Bien sûr, on n'agit que sur des propriétaires pour le réméré. Deuxième critère aussi, c'est qu'en fait on doit respecter un ratio hypothécaire en fait de 60%. Voilà, c'est les deux critères principaux pour réaliser une opération de réméré. Pour appuyer un petit peu la réponse de Théo, faut savoir que on dit partout et sur les sites internet on trouve partout effectivement qu'on débloque les 60, 70, 80% même de la valeur. Faut savoir qu'évidemment tout ça est bien restreint. Tout ça est bien restreint, on parlait tout à l'heure de réglementation. Voilà, il y a quand même certains seuils, on va dire, à ne pas dépasser. On dit en général, quand on travaille dans toute la France, on dit en général qu'on débloque jusque 50% de la valeur du bien. Pour aller plus loin, si on doit parler de 60% effectivement de déblocage net client, donc ça ce que va percevoir le client quand on parle de déblocage, c'est ce qu'il va percevoir sur l'opération. Les 60% vont arriver que dans des secteurs particuliers. On parle de intramuros, Paris intramuros, Bordeaux intramuros, Toulouse intramuros, Lyon. Voilà, on va parler quand même de villes qui sont les 10 plus grandes villes de France finalement, où on va pouvoir demander à nos partenaires investisseurs, lors d'une commission qui se réunit, on va pouvoir demander un achat supérieur à effectivement la moyenne de base qui est de 70%. La moyenne d'acquisition investisseur, c'est une décote de 30%. Donc évidemment, on débloque en moyenne 50%. Si on doit aller un peu plus loin, on peut débloquer 60% et encore dans certains dossiers où on peut adapter une durée en fonction. Mais évidemment, les 60% c'est que dans certains cas, que dans certains secteurs. Et après, le ratio hypothécaire, pour l'expliquer brièvement, c'est le ratio entre la valeur du bien et le besoin du client. Si le besoin de nos clients excède 50% de la valeur du bien, c'est un ratio hypothécaire, donc un ratio en fonction de la valeur hypothécaire du bien, qui est donc au-delà de 50% et on ne peut pas intervenir. Chose importante à savoir sur le besoin, si je peux rebondir là-dessus, c'est très important de comprendre qu'on est sur une vente immobilière quand on parle de réméré. Ça, on est trop peu des fois à y penser. Et l'idée, c'est que quand on parle de vente immobilière, on parle de main levée des hypothèques. Donc si le besoin du client est uniquement de la trésorerie, mais qu'il a des dettes,
il faut aussi prendre en compte qu'il faut rembourser ses dettes et ses créanciers, ce qui parfois est un peu oublié. Ouais, c'est clair. Donc c'est-à-dire que quand le client vient vous voir pour justement vous demander de débloquer des liquidités, il faut qu'il vous annonce absolument toutes ses dettes. Ah oui, c'est primordial. Bah, de toute façon, on est agent immobilier, on ne l'oublie pas, hein, on fait du déclaratif. Donc effectivement, on a beau faire signer des documents à nos clients, on a beau les faire recopier plein de choses. Évidemment, il y a un moment donné où voilà, il faut payer la facture, l'addition arrive à la table, et en général, on va dire dans, je sais pas, 30-40% de nos clients, on s'aperçoit que l'addition est différente de ce qu'on a commandé à la table. Donc la problématique, c'est qu'on peut pas demander nous pour nos clients un état hypothécaire systématiquement, parce qu'effectivement ça a un coût. Les notaires l'ont gratuitement. Mais évidemment, si on arrive à avoir un état hypothécaire qui correspond à ce que nous a déclaré le client, oui, là on va pouvoir intervenir très facilement. En revanche, si effectivement on a un état hypothécaire où il y a du déclaratif chez nous moins important que ce qui est notifié dans l'état hypothécaire, on aura un problème. Et ça se passe comment justement dans ce cas? Ça engendre quoi? Si votre client vous ment, en quelque sorte, vous cache ce reste de dette? Déjà, pour le dossier en lui-même, ça devient très compliqué parfois. Alors parfois, on parle de quelques dizaines, centaines d'euros. Bon, c'est pas des choses qui peuvent être forcément impactantes. On peut arriver à trouver des solutions. Parfois, c'est plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Et à ce moment-là, ça devient beaucoup plus délicat d'arriver à trouver des solutions. Et malheureusement, on arrive chez le notaire. Le notaire a l'état hypothécaire et il nous dit, malheureusement, maintenant, il manque 200 000 euros, par exemple, pour réaliser le dossier. Et là, on parlait de ratio hypothécaire il y a quelques minutes. Maintenant, le ratio hypothécaire, il est dépassé et nous, on n'a plus de solution pour ce client-là qui, peut-être, avait mis de grands espoirs sur ce dossier-là. Mais si il nous avait dit dès le début, j'ai telle dette, précisément, on aurait pu déjà trouver une autre solution. Mais si on n'en avait pas, on aurait pu le laisser, lui l'informer qu'on n'a pas d'autres solutions et le laisser trouver par ses propres moyens, peut-être une vente simple de son bien et de son patrimoine. Ouais, c'est d'ailleurs, on a eu le cas récemment avec un de tes dossiers où effectivement la cliente nous déclare et notifie sur une attestation de dette qu'effectivement, elle n'a pas d'autre dette que celle inscrite et listée sur le tableau qu'on fait signer à nos clients. Et évidemment, on arrive chez le notaire, et là, c'est le bureau des pleurs. Ah, c'est la douche froide pour tout le monde. Bien sûr. Et surtout pour la cliente qui pensait débloquer beaucoup plus de liquidités et qui, en fait, ne peut même pas signer le dossier parce qu'on ne rembourse même pas, de mémoire, quasiment 2/3 des hypothèques sur le bien. Et sur ce dossier-là, il faut savoir également, parce que, alors j'en parle parce que l'indicateur est effectivement un peu frustré de la situation. L'indicateur nous appelle et nous dit oui, mais attendez, moi je comprends pas. J'ai envoyé tout ce qui est relevé de compte de la cliente. J'ai envoyé tous les états, les tableaux d'amortissement, des dettes, etc. Faut savoir qu'aujourd'hui, en tant qu'agent immobilier, puisqu'on est inscrit comme une agence immobilière, on n'a pas le droit d'éplucher ce genre de documents. Il faut être inscrit à l'ORIAS, il faut avoir un numéro de financier pour pouvoir effectivement demander ces éléments-là. Donc c'est pour ça j'ai parlé justement de déclaratif. On a beau faire signer des documents à nos clients, des reconnaissances de dettes, des attestations de dettes sur l'honneur et tout ça. Malheureusement, ça freine pas pour autant certains clients. C'est malheureux. Oui, donc il y a aussi, en fait, ça se base aussi vraiment sur beaucoup de confiance également du client. S'il ne vous cache pas les éléments, il faut vraiment qu'il y ait de la confiance mutuelle, en fait. Bien sûr. Ça dépend à quel point le client a envie de nous faire confiance ou non. Oui. Et des fois, il se dit ça passera. Ça passera. Et puis finalement, ça passe pas. Oui, donc cacher les choses, ça apporte pas toujours du positif au final, quoi. Jamais, j'ai envie de dire. Ouais. Forcément. Est-ce qu'il y a un élément sur lequel vous voulez rebondir justement par rapport au réméré, à d'autres solutions qui peuvent être apportées par ImoSafe? Est-ce qu'il y a des éléments Après, forcément, ImoSafe propose bien d'autres choses que le réméré, mais... c'est évident aujourd'hui. La solution initiale, c'est la vente avec faculté de rachat, le réméré. La solution initiale, c'est de dire, on met en place une vente immobilière temporaire pour un déblocage de liquidité. Ça, c'est la solution initiale. Maintenant, évidemment, on savait depuis le départ qu'on ne pouvait pas travailler
que sur ce produit-là. Ça amène forcément des complexités, ça amène forcément des risques pour certains clients, et puis même il y a certains clients qui veulent pas faire d'opération de vente à rémêler, tout simplement, voilà. Et on s'est rendu un petit peu compte, au final, au fur et à mesure, en avançant avec le produit, qu'on a des ouvertures qu'on n'a pas du tout vues auparavant, des ouvertures sur des solutions de refus, des contraintes bancaires qui arrivent et sur lesquelles on peut très facilement intervenir. Je parle de ça, le relais sur vente. Le relais sur vente, c'est l'équivalent du pré-relais chez nous, parce qu'évidemment, encore une fois, on est une agence immobilière, on parle pas de prêt, on parle pas de bancaire, donc on parle de relais sur vente, nous, sur notre produit, et évidemment, c'est un produit qu'on travaille régulièrement aujourd'hui, mais qu'on travaillait pas à l'époque de l'ouverture de la société. Le concept est simple, c'est de venir justement débloquer des liquidités pour l'achat d'un futur bien, comme le pré-relais le fait et comme le pré-relais le préconise aujourd'hui. Et évidemment, la diversification se fait de jour en jour et de mois en mois. On trouve des solutions. Ouais. Surtout aujourd'hui, avec les problématiques qu'ont beaucoup de nos partenaires qui sont des courtiers en prix immobilier, qui ne trouvent aucune solution aujourd'hui sur le marché du pré-relais. Le seuil de l'usure étant atteint tellement facilement que leur seule solution, c'est de trouver des solutions alternatives, et ce qu'on essaye de représenter au mieux aujourd'hui. Le seuil de l'usure, c'est de toute façon une complication aujourd'hui que personne n'a vu venir. Alors, que personne n'a vu venir. Presque. Évidemment, certains professionnels, certains économistes ont vu la chose arriver. Mon père, par exemple, qui a été nommé à Bercy et qui effectivement a siégé dans pas mal d'instances parisiennes, si on reprend ses posts sur LinkedIn, moi l'autre fois je suis tombé sur un post qu'il avait fait en 2013, il parlait déjà de l'effet ciseau sur effectivement les prix de l'immobilier. Et c'était en 2013. Évidemment, personne ne l'a écouté. Voilà. Mais effectivement, aujourd'hui, on se retrouve avec un seuil de l'usure aujourd'hui sur un variable à 4,47 en taux. Voilà. Une augmentation par rapport au mois dernier et encore une augmentation par rapport au mois d'avant. Donc on est en constante évolution. Donc effectivement, pour certains professionnels, la contrainte bancaire arrive beaucoup plus facilement qu'à l'époque où il n'y en avait même pas besoin d'apport pour emprunter. Ça a bien changé. Ça a bien changé, effectivement. Et ça, c'est pour parler uniquement des personnes bloquées par le seuil de l'usure. Il y a aussi ceux qui sont bloqués notamment par le taux d'endettement, de façon très simple, avec un patrimoine immobilier en location, par exemple, et du patrimoine dette de crédit, mais qui n'arrivent pas à dissocier et qui ne leur permet pas de faire un levier pour arriver à faire d'autres investissements. Mais ça peut être encore un autre débat. De toute façon, je pense que l'idéal, c'est que dans une autre émission, on parle effectivement de comment on a adapté le produit du relais sur vente. Déjà, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a deux possibilités d'intervention sur les refus de pré-relais. On a la première chose, c'est effectivement le refus classique du pré-relais pour seuil de l'usure ou pour endettement ou voilà. Et puis la deuxième typologie, on va dire, c'est de pouvoir intervenir quand le client a déjà fait un pré-relais et qu'il est en fin de pré-relais et que la banque dit bon, là on arrive au terme de la durée, il va falloir nous rembourser. Effectivement, c'est les deux axes de développement sur la sur-vente. Mais effectivement, du coup, on a vu tous les avantages du relais sur vente, du coup, pour tous les clients qui seront en difficulté bancaire pour justement les pré-relais. Nous, aujourd'hui, on a aussi une solution grâce à la vente avec faculté de rachat, en fait, qui pour tous les propriétaires qui auraient des problèmes niveau critères énergétiques depuis la loi du 1er avril 2023, toutes les propriétaires qui n'auraient pas les liquidités en fait nécessaires pour faire des rénaux pour les passoires énergétiques. Pour les passoires énergétiques effectivement, et qui ne puissent pas du coup réaliser les rénovations énergétiques, on pourrait débloquer des liquidités justement pour qu'ils puissent les réaliser. Non, mais effectivement, j'en ai parlé. Ce que tu dis, c'est effectivement un sujet qui est très important aujourd'hui. J'en ai parlé avec Alex la semaine dernière. J'ai trouvé sur internet un diagramme assez précis, on va dire, sur effectivement les rénovations.
Faut savoir qu'aujourd'hui une passoire énergétique, c'est à partir, on va dire, de G, entre G et F. En tout cas, c'est ce qui est déclaré pour avril. Il est dit qu'évidemment le propriétaire, pour vendre son bien, doit effectivement mettre en place un DPE, qui est effectivement un certain prix, doit derrière, après le DPE, en fonction effectivement du résultat obtenu, faire passer un audit énergétique qui a là aussi un coût important. Et lorsque l'audit énergétique passe et qu'effectivement il y a de lourds travaux à faire pour passer par exemple de G en D, on parle pas de C, on parle juste de D, évidemment ça a un coût qui est relativement important avec une perte du marché immobilier, puisqu'évidemment l'isolation fait qu'on perd forcément des mètres carrés. Donc j'ai trouvé sur internet la semaine dernière, par exemple, pour un appartement classique, quel que soit le secteur aujourd'hui sur la France, pour passer de G en D sur un T1 de 25 mètres carrés, ça coûterait, et je dis bien ça coûterait, 20 700 € TTC, avec une perte de environ 2 à 3 mètres carrés. Et ça, effectivement, on s'en rend pas vraiment compte, mais pour passer de G à D, on parle même pas de A, B ou C, Et c'est là qu'effectivement on se rend compte que le marché est en train d'évoluer, puisque on nous parle déjà d'un prêt à la base, dans les années précédentes, on nous parle effectivement de prêts bancaires moins faciles à aller chercher, donc plus compliqués, beaucoup plus de contraintes bancaires. Derrière, effectivement, on additionne à ça le seuil de l'usure, donc seuil de l'usure avec des taux qui remontent, avec encore plus de complexité à aller chercher effectivement après. Et là, on rajoute la petite pilule en plus, qui est effectivement la passoire énergétique. Et effectivement, Théo, t'as bien fait de rebondir dessus, puisque c'est très important aujourd'hui sur le marché qu'on a et que effectivement on fait avec, comme tout le monde en France, quelle que soit l'entreprise. À partir du moment où de toute façon ça touche l'immobilier, on va forcément parler effectivement de ces fameuses passoires énergétiques. Et ce que ça engendre. Oui, et justement, par rapport à ça, c'est quoi, vous, votre point de vue, en fait, à tous les trois, sur justement toute cette nouvelle tendance actuelle, on va dire, sur le marché immobilier? Est-ce que ça peut avoir un impact sur les dossiers que vous avez en cours? Quel est votre point de vue par rapport à ça? De façon très simple, évidemment que ça a un impact. Le marché évolue, on ne se base que sur l'immobilier, quasi que sur l'immobilier. Aujourd'hui, effectivement, ça a forcément un impact parce que le marché se transforme et donc on est obligé de suivre ce mouvement-là. Maintenant, dans l'idée, il y a cette perte, surtout de la valeur de l'immobilier aussi depuis le début de l'année, qui fait que ça engendre des problématiques, notamment avec les retours d'expertise qui peut y avoir, parce que les investisseurs avec lesquels on travaille font souvent, dans 99% des cas, passer un expert à leurs frais pour vérifier la valeur du bien. La problématique étant qu'un avis de valeur de début d'année 2023 n'est plus au goût du jour pour peut-être 10 000 € sur certains biens. Et la problématique, c'est que derrière, toute notre expertise reposait initialement sur ça et peut engendrer des problématiques là-dessus. Il y a les problématiques sur les passoires énergétiques qui font que parfois aussi, lorsqu'on reçoit les DPE, il y a un audit à faire, des travaux potentiellement à prévoir qui également impactent toute notre étude, et c'est des problématiques qu'on n'avait pas il y a ne serait-ce que 2 mois pour les passoires et 6 mois pour la baisse du marché. Bon, on le voit là on parle même pas d'une maison, on parle d'un appartement de type T1 de 25 mètres carrés, ça coûterait déjà 20 000 à peu près TTC, et une perte de à peu près 3 mètres carrés, allez 2,5 si on doit parler technique, mais évidemment tout ça, ça a un coût pour les propriétaires qui vont devoir mettre à jour leur DPE avant au moins 2027, puisque la première loi, d'après ce que j'ai lu, le premier critère en G ou même en F doit effectuer des travaux avant 2027. Donc évidemment tout ça va bousculer un peu les choses. Ça va arriver très rapidement. Il va falloir s'adapter.
va falloir s'adapter. Après, le marché de l'immobilier en soi, dans beaucoup de sociétés, c'est clairement un point qui est un peu délicat. Dans notre société, c'est délicat aussi, mais on arrive quand même à y faire face parce que, évidemment, on a diversifié le produit pour faire en sorte que ça soit, on va dire, plus facile à digérer. Maintenant, évidemment, les problématiques, elles sont toujours là. On peut pas les effacer et elles seront là le temps que ça durera. Voilà. Donc là, bon, sur cette émission, merci Alex, merci Théo, merci Odélia, de nous avoir effectivement accompagnés un petit peu sur ce débrief. Moi, je vous propose sur une autre émission où on va parler un peu plus technique, effectivement de développer un peu le sujet qu'on a développé juste avant sur tout ce qui est pré-relais, relais sur vente pour nous, et effectivement de déborder sur le sujet effectivement des passoires énergétiques. Et effectivement des possibilités qu'on aurait vis-à-vis justement de ces passoires énergétiques pour venir en soutien à certains clients. Très bien. Bon bah du coup, on se dit au prochain podcast. Au prochain. Merci beaucoup de nous avoir invités.